Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Avant de commencer cette nouvelle vidéo, j'ai une très grande annonce à vous faire. J'ai l'immense honneur de vous dire que je fais désormais partie du label Hérodote. Pour ceux qui ne connaissent pas, le label Hérodote est un label qui a pour objectif de réunir des youtubeurs d'histoire et d'archéologie. Ce qui fait selon moi la force du label, c'est la diversité des sujets traités et la complémentarité des chaînes. On y parle d'histoire, d'archéologie, mais aussi de films, de stratégie militaire, de musique et j'en passe. Vous pouvez retrouver toutes les chaînes du label sur le site dont je vous mets le lien en description, ou directement sur ma chaîne, et franchement n'hésitez pas à aller voir ça, ça vaut vraiment le détour. Maintenant, place à la vidéo. Je pense qu'on a déjà tous entendu parler de trésors maudits dans la culture populaire, dans les films avec notre cher Indy, dans les bandes dessinées, ou encore dans les jeux vidéo. On a souvent l'habitude que ces histoires se passent à l'autre bout du monde dans les ruines de civilisations mystérieuses. Mais l'histoire dont je veux vous parler aujourd'hui est légèrement différente. Aujourd'hui, on va parler du trésor maudit de Tolosa. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons tout d'abord faire un focus sur une ville gauloise du sud-ouest de la Gaule, Tolosa. À la fin du second âge du fer, cette ville est occupée par un peuple, parmi les très nombreux peuples qui occupent la Gaule, appelé les Volques tectosages. En 108 avant Jésus-Christ, alors que les Volques tectosages sont depuis quelques années déjà sous l'autorité romaine, à l'autre bout de la Gaule, les Cimbres et les Teutons tentent une invasion. Et il n'en faut pas beaucoup plus aux tectosages pour sauter sur l'occasion et se rebeller contre le pouvoir romain. Sauf qu'à Rome, le Sénat il est pas trop d'accord avec cette idée, et du coup il envoie le consul Quintus Servilius Caepio, apprécier mes compétences en langue latine, avec une armée dans la province de Narbonnaise, province à laquelle sont rattachés les Volques tectosages. Et si vous vous posez la question, oui, le nom Narbonnaise est bien en rapport avec la ville de Narbonne, ou plutôt Narbo Martius durant l'Antiquité. En 2 temps 3 mouvements, Caepio fait tomber les Gaulois révoltés et s'empare de la ville de Tolosa. Après sa victoire, le consul romain livre la cité au pillage. Or, argent, c'est un immense trésor de métal précieux que les troupes romaines dérobent aux vaincus. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Ce trésor n'arrivera jamais à Rome. De son côté, Servilius Caepio et ses troupes sont attaqués sur le chemin du retour alors qu'ils se dirigeaient vers Massalia. Ce qui se passe à ce moment-là n'est pas très clair, les sources historiques restant assez floues. Ce que l'on sait, c'est que Caepio arrive à Rome quelque temps après et déclare qu'on lui a volé le trésor. Le petit problème, c'est que le Sénat ne croit pas trop à l'histoire de Caepio et l'accuse d'avoir volontairement fait disparaître une grosse partie du trésor pour sa pomme. S'ensuit un procès suite auquel le consul est condamné à mort ou à l'exil selon les versions. Et ouais, à Rome, quand on parle d'argent, on rigole pas trop. Le trésor disparu, Caepio condamné, l'histoire ne s'arrête pourtant pas là. En effet, il ne faudra pas longtemps aux auteurs latins et grecs de l'époque pour faire un parallèle entre le trésor volé aux tectosages et le pillage du sanctuaire grec de Delphes. Ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer, mais pour ça, on va remonter encore un peu dans le temps. En 279 avant Jésus-Christ, une myriade de peuples gaulois s'allie sous l'autorité du chef de guerre Brennos. Ça tombe bien justement parce que son nom veut dire chef de guerre. Déjà, on comprend de suite que le gars il est pas là pour faire des gaufres. Bref, tout ce beau monde marche sur la Grèce bien décidé à ramener du butin. Bon, en vrai Brennos il en est pas à son premier coup, il avait déjà tenté d'attaquer la Thrace et la Macédoine mais sans succès. Mais cette fois-ci, Brennos et son armée comptent bien piller le sanctuaire de Delphes et prélever ses richesses. Mais où est le rapport avec le trésor des tectosages pillé par Caepio, me direz-vous? Eh bien figurez-vous que les auteurs grecs et romains font le rapprochement entre l'or sacré de Delphes et le trésor des tectosages qui pour eux serait le même. Le premier pillage aurait fait de l'or un trésor maudit dont la malédiction se serait alors abattue plus de 150 ans plus tard, d'abord sur les tectosages volés par Caepio, puis Caepio lui-même pour avoir volé ce trésor. Ah oui, au fait, pour les auteurs antiques, la malédiction subie par Caepio l'aurait condamné à n'avoir que des filles qui auraient fini par se prostituer pour pouvoir survivre. Ouais, rien que ça. Paye ta malédiction antique. Mais les auteurs antiques ne sont pas tous d'accord sur le fait que le trésor des tectosages soit bien celui de Delphes. Pour Timagène d'Alexandrie, il ne fait aucun doute que le trésor soit bien celui de Delphes.
Les trésors sacrés trouvés par le général romain Caepio chez les Tectosages, dans la ville de Tolosa, étaient une partie du butin ramené de là-bas. Les habitants y avaient ajouté des biens personnels qu'ils consacraient à la divinité pour obtenir ses faveurs. Strabon, de son côté, n'est pas vraiment du même avis que Timagène. Le récit de Posidonios est plus digne de foi. D'après lui, les richesses trouvées à Tolosa valaient 15 000 talents, déposés dans des enclos et dans des étangs sacrés. Elles ne consistaient pas en objets travaillés, mais en or et en argent brut. Alors qu'à cette époque, le sanctuaire de Delphes se trouvait déjà vide de ce genre d'objets, car il avait été pillé par les Phocidiens pendant la guerre sacrée. Si on résume ce que dit Strabon, qui reprend les écrits de Posidonios, il n'est pas logique de considérer le trésor gaulois comme étant le même que le trésor grec, et franchement, ça a du sens. Et puis entre nous, je comprends pas trop pourquoi les Volsques tectosages se seraient retrouvés avec une aussi grosse part du butin pour eux tout seuls, alors que de nombreux peuples semblent avoir participé au pillage. Bon, si on résume, il est peu probable que le trésor de Tolosa soit issu du trésor du sanctuaire de Delphes. Du coup, on arrête là? L'histoire est finie? Eh bien non. Même si ce trésor n'est pas grec, il n'a pourtant pas livré tous ses mystères. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la citation de Strabon, mais il précise que les tectosages déposaient leurs trésors dans des étangs ou des lacs sacrés. Il ajoute la chose suivante. Les étangs, tout particulièrement, garantissaient l'inviolabilité des trésors. Aussi y déposaient-ils des poids d'argent ou même d'or. Les Romains, quand ils se furent rendus maîtres de ces lieux, vendirent les lacs au profit de l'État, et beaucoup d'acheteurs y trouvèrent des meules d'argent martelés. Ce que nous dit Strabon, c'est que les habitants de Tolosa ont l'habitude de déverser des quantités de richesses dans des lacs autour de la ville. Et cette information, elle va donner lieu à des siècles et des siècles de chasse au trésor, alimentée par la reprise des textes antiques au Moyen-Âge, à la Renaissance, et ce jusqu'au XIXe siècle. En plusieurs siècles, c'est une véritable légende qui se crée autour de ce fabuleux trésor. En effet, de nombreuses générations de chercheurs de trésors se sont succédés à écumer les environs de Toulouse à la recherche d'anciens lacs asséchés pour découvrir des objets en or. Même si quelques objets en or ont été effectivement découverts dans la région de Toulouse, comme le magnifique torque en or de Fenouillet, non mais regardez-moi comme ce truc est magnifique, rien de rattachable à un incroyable trésor antique. Mais qu'en est-il vraiment ? Il est vrai que la région de Toulouse est une zone à caractère marécageux. D'après des études paléo-environnementales, on sait qu'une importante zone marécageuse se trouvait au sud de la ville d'époque romaine. L'existence de ces marais et de ces étangs a perduré jusqu'au XVIIe siècle. Ce qui est vrai aussi, c'est que les Celtes avaient l'habitude de déposer des métaux précieux dans des endroits particuliers. On appelle ce phénomène les dépôts métalliques non funéraires, pour les différencier des dépôts funéraires justement. Cette pratique apparaît dès l'âge du bronze, et elle se traduit archéologiquement par de petites fosses dans lesquelles les archéologues retrouvent des objets en métal, de seulement un ou deux objets à plusieurs centaines dans certains cas. Cette pratique se développe durant toute la protohistoire. Au départ, les archéologues pensaient que ces dépôts étaient des sortes de cachettes économiques, mais des études ont permis de démontrer que tous ces objets avaient volontairement été abîmés, les bracelets tordus et les épées pliées, de façon à ne plus être utilisables. Ainsi, une seule explication est possible. Ces dépôts sont à caractère rituel. Ce qui est intéressant pour notre histoire, c'est que dans certains cas, les objets ne sont pas enterrés, mais plutôt jetés dans des lacs ou des rivières, comme par exemple l'incroyable dépôt de la Motte près d'Agde, qui contient plus de 300 éléments en métal, ce qui est relativement énorme. Tout cela rejoint assez facilement les propos de Strabon, comme quoi il ne s'était pas tant trompé que ça. Pendant longtemps, on a continué à considérer le trésor de Tolosa comme un vol du sanctuaire de Delphes, notamment parce qu'on pensait que les artisans gaulois avaient deux mains gauches, qu'ils étaient incapables de produire quelque objet raffiné, ce qui est une incroyable, une monumentale, une gigantesque erreur. Aujourd'hui, on sait que les techniques des orfèvres gaulois étaient particulièrement développées. Ces artisans nous ont laissé quelques pièces d'une très grande maîtrise technique. Outre la grande technicité des orfèvres, il faut surtout de l'or pour produire des bijoux.
et de nombreuses études nous prouvent qu'avoir accès au précieux métal jaune n'était pas vraiment un problème pour les Volques tectosages. En effet, à cette époque, de nombreuses régions de Gaule renfermaient de grandes quantités d'or. On peut citer les mines d'or de l'Ariège pour les sites proches de la région toulousaine, mais d'autres régions étaient pourvues de grandes quantités d'or, comme chez les Arvernes dans le Massif central, sans même parler du nombre impressionnant de mines d'or chez les Lémovis dans le Limousin. Il n'était donc pas très compliqué pour les tectosages de se procurer de l'or. On peut donc dire que le trésor des tectosages, volé par Servilius Caepio, ou pas d'ailleurs, n'avait clairement rien de maudit. Il n'était d'ailleurs sûrement pas issu du pillage du sanctuaire de Delphes. Ces légendes sont dues au foisonnement des sources antiques dans lesquelles chaque auteur donnait sa version, et souvent sans trop savoir de quoi il parlait, ce qui est régulièrement le cas quand on parle de Gaulois, soit dit en passant. Même si le trésor des tectosages a existé, il ne devait être que le fruit de la propre richesse de ce peuple, qui était relativement puissant et qui avait, comme beaucoup d'autres peuples, accès aux mines et possédait de grandes connaissances en métallurgie et en orfèvrerie. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a plu. Pour ma part, j'ai adoré faire cette vidéo, et pour tout vous dire, c'est une histoire qui m'avait passionné quand je l'ai découverte lors de mes cours de licence. Et j'espère qu'elle vous aura plu autant qu'à moi. Je trouve ça génial qu'une légende locale qui provient d'une anecdote de l'histoire antique puisse nous permettre de faire des liens avec des vérités archéologiques aussi intrigantes que les dépôts métalliques non funéraires. Si la vidéo vous a plu et que vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à partager la vidéo, c'est super motivant pour moi. Comme d'habitude, si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez vous exprimer dans les commentaires, je vous répondrai avec plaisir. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et une nouvelle pièce de l'histoire humaine.